Regardez-le, le jeune foufou là, qui va voir des shows en semaine jusqu'aux petites heures du matin. Ben oui. Et ça va. Papa don't preach. Qui est Luc Lu? C'est moi la figure paternelle dans cette émission. Oui. Madonna jusqu'aux petites heures du matin hier, Martin. Oui. Arrête donc. Ben écoute, on a décidé ça, ma femme et moi, l'an dernier, quand il y a des groupes ou des artistes marquants de notre époque qui passent, on a décidé d'aller De saisir l'occasion. De saisir les occasions, d'aller les voir. Fait que c'est ça, Madonna, incontestablement... Je pense que oui. Ouais. Une icône mondiale de notre génération. Fait que c'est ça, on a passé une belle soirée. Que c'était bon. Oui, c'était bon. Ouais. C'était bon. Mais c'est ça, Madonna était un peu moins dynamique. Premièrement, elle a quoi, 65 ans, tu dis, Marc-Antoine? Exact. Puis elle est blessée au bas du corps. Elle est au Centre Bell, donc... Elle avait une petite... C'est ça. Si elle joue ailleurs, ils le disent. Elle a mal au genou, mais au Centre Bell, elle est blessée au bas du corps. Si elle avait joué au Métropolis, on l'aurait su, mais non. Fait que c'est une excellente danseuse et tout ça, mais elle bougeait un petit peu moins parce qu'elle avait une orthèse à un genou. Mais sinon, c'était bon, ouais. C'était un très bon spectacle. Est-ce que... Chanson préférée de Madonna, Marc-Antoine? Oh my God! Non, ça, c'est pas une chanson, ça. Non, j'en ai plusieurs quand même, puisque j'aime bien Madonna. Je pense que c'est consensuel autour de la table. Oui, absolument. Écoute, j'ai des phases. Je te dirais qu'il y a eu des moments où j'aimais bien Hanky Panky, la toune de Dick Tracy. C'est donc le fun de jaser avec toi. Pourquoi? Moi, tu vois, j'avais complètement oublié cette chanson-là que j'adore. Ben oui, que j'adore. C'est une bonne toune. Oui, absolument. Tu sais, c'est un peu dans la carrière de Madonna, c'est un peu un B-side, là. Absolument, parce que c'est d'un registre, c'est plus, je sais pas comment le décrire. Ouais, un peu swing. Est-ce que c'est une chanson originale? Je pensais que c'était peut-être un standard. Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Écrivez-nous. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Mais sinon... Écoute, j'ai une liste devant moi. C'est sûr que Vogue. Ah oui, Vogue. Vogue, ça torche. Est-ce qu'elle l'a fait? Oui, elle a fait Vogue. Oui, et puis... Est-ce qu'elle a fait les... C'est danseur. Oui, ben elle l'a fait un peu, là, mais c'est danseur. Ouais. Alors, ça, seulement sur YouTube, le segment. Malheureusement, je sais, j'avais dit qu'on resterait davantage un balado. Bon, je pense qu'on le fait, là, mais une fois de temps en temps, je me permets une grimace. Oui, ben oui. Moi, Like a Prayer. Personne ne me le demande, mais je vais le dire. Ouais. Ben oui. D'ailleurs, depuis qu'on parle du show, je l'ai dans la tête. Like a Prayer, Material Girl. La Isla Bonita. La Isla Bonita. Ah, ouais, ça, c'était cœur. Elle a touché plusieurs genres. C'était pas toujours... Il y a des artistes qui répètent toujours un peu la même formule. Quand tu l'entends, tu sais automatiquement que c'est cet artiste-là, mais elle a touché à plusieurs genres. Plusieurs genres, oui. Bon, ben, on est jaloux. Jaloux du fait que tu es allé voir Madonna. Jaloux de ton énergie. Je veux dire, où trouves-tu cette énergie pour sortir jusqu'aux petites heures et être là ce matin? C'est animé par le plaisir de vous retrouver. Ah, voilà, c'est ça. Nous sommes ta dynamo, ta batterie. Exact. Okay. Aujourd'hui, cette équipe qui veut absolument jouer pour 500. Joshua Roy, faut que je pratique ça. J'ai de la difficulté. Josh Roy, est-ce que je peux? Je veux pas. Je veux pas faire ça. Non, Joshua Roy. Roy Z, c'est comme ça que chante Monahan, pardon, l'a appelé. Joshua Roy découvre New York et ça crie à Toronto. C'est tellement hockey, épisode 289. Avec votre reporter art et spectacle et chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ouais, pourquoi pas? Tu sais, tu perds 5-1, c'est quoi la différence de perdre 5-1 ou 6-1? Tu sais, t'en marques un là. Tu sais, là, c'est les 3 buts, il reste 8 minutes, tu prends un powerplay, tu sais pas, tu sais. C'est assez rien, t'as rien. On est toujours prêts. Les autres équipes aussi, par exemple, sont prêtes. Donc, tu sais, des fois, c'est un jeu ici, un jeu là qui fait la différence dans le game puis qui te fait courir après la game des fois. Puis,
Non, je trouve qu'on est une équipe qui est prête. Martin Saint-Louis, après la défaite contre les Sénateurs d'Ottawa, le match était disputé jeudi soir. La première partie de l'extrait, c'était en référence au fait que Saint-Louis a retiré son gardien assez tôt en fin de match, même si son équipe tirait de l'arrière par 12 buts. 4 buts. C'est la même affaire, rendu là. Oui, voilà. Et la deuxième portion de l'extrait, c'était plus en lien sur ce qui s'observe. Je pense pas, vous me direz ce que vous en pensez, je pense pas que ce soit si simple, mais ça s'observe que le Canadien sort toujours ses beaux habits lorsqu'il y a de la grande visite. Donc, joue toujours son meilleur hockey contre les grandes équipes et contre des équipes comme les Sénateurs qui en arrachent, a tendance à perdre, et de façon assez spectaculaire dans le cas du match de jeudi. Quand on regarde les 5, disons, on va s'en limiter aux 5 derniers matchs, là, ils ont perdu contre les Sharks de San Jose en une performance pitoyable contre les Sharks, la pire équipe de la Ligue nationale. De l'histoire de la Ligue. De l'histoire du début des années 2000. En effet. Ensuite, ils ont contenu Connor McDavid dans une défaite en prolongation. Mais ça a été un bon match de la part du Canadien. Très bon match. Ils ont été très bons contre l'Avalanche du Colorado également. New Jersey, c'est pas une équipe, c'est pas des adversaires faciles. C'est quand même une équipe qui, même en absence de Jack Hughes, est un adversaire coriace. Ils ont bien joué encore là. Et contre les Sénateurs d'Ottawa, une autre équipe de fond de grille, ils s'écrasent 6-1. Ça doit être assez frustrant. Je comprends le manque de constance, mais je pense que quand tu aspires à devenir une bonne équipe, autant c'est un bon signe de dire on est capable de rivaliser avec les meilleurs, autant si ton objectif c'est de monter au classement, il faut que tu règles le cas des équipes qui sont derrière toi. Mm-hmm. Puis ce n'est toujours pas le cas pour le Canadien. Et moi, ce qui me chicote dans tout ça, c'est que là, ça fait dans les 8 derniers matchs, on a beaucoup parlé du fait que la défensive du Canadien s'était somme toute améliorée. Il y a 2 affaires qui m'agacent derrière ça. Tout d'abord, les gardiens de but continuent de voler des matchs ou de permettre à tout le moins, même dans le cadre des défaites, de garder l'équipe dans le match. Et, ce qui n'est pas arrivé hier. Ouais. C'est pas arrivé hier parce que Kevin Primo n'était pas du tout dans son assiette. Pas du tout. Mais de manière générale, les gardiens s'imposent. De manière générale également, je trouve que le trio de Nick Suzuki fait bonne figure face au premier trio adverse. Fait que défensivement, de ce côté-là, ça va bien. Sauf que dans les 8 derniers matchs, le Canadien a donné en moyenne 38 lancés à l'adversaire, ce qui est une quantité effarante. Alors, tu peux pas gagner de manière régulière en étant aussi généreux et en donnant autant d'ouverture et autant de chances de marquer qu'ils l'ont fait hier face aux Sénateurs. C'est complexe, c'est plus complexe la situation du Canadien que juste dire ils jouent bien contre les bonnes équipes, ils jouent mal contre les mauvaises équipes. On en a parlé, je pense, au dernier balado. Même s'ils ont eu des pointages serrés, des victoires ou des défaites en prolongation contre des bonnes équipes récemment, c'était des taux de possession de rondelles de 64-65% pour l'adversaire. Là. Mais les joueurs étaient, je pense, assez déterminés défensivement pour, malgré ces taux de possession-là, pour bien jouer défensivement. Et on dirait que contre les équipes moins bien placées au classement, hier, le taux de possession de rondelles, c'est pas loin de 60% pour Ottawa. Pour Ottawa, qui n'est pas bien placé au classement. Mais il n'y a pas ce souci du détail défensivement. On voit beaucoup de surnombres, beaucoup de chances de marquer de qualité. Hier, je pense que ça a été quelque chose comme 15-8 pour... selon Natural Stat Trick pour les Sénateurs. Puis, donc, possession de rondelles encore en faveur de l'autre équipe. On donne des chances de marquer parce qu'on prend peut-être plus d'initiatives. Les replis aussi, j'ai trouvé manque d'énergie dans les replis défensifs. Fait que ça revient peut-être à ce que notre ami Gascon disait mardi. On dirait que contre les bonnes équipes, ils savent qu'ils n'auront pas l'initiative dans le match. Ils se préparent pour jouer en conséquence. Puis même si la rondelle tourne autour d'eux durant tout le match, on est vraiment concentré, déterminé défensivement. Mais quand ils essaient de prendre l'initiative dans les matchs, là, c'est plus échevelé, c'est moins structuré défensivement, puis ils ont moins de succès contre ces équipes-là. Puis la situation... Je veux pas qu'on revienne sur les gardiens tout le temps, mais c'est ça. Quand ils ont... C'est la minute gardien. Non, mais ça change le match. Les gens disent, je prends l'exemple de Jake Allen. Jake Allen n'a pas beaucoup d'appui offensif de son équipe. C'est pour ça qu'il perd plus souvent. Mais quand ton gardien fait les gros arrêts en début de match puis qu'il te garde dans le match plus longtemps,
tu vas aller le chercher, cet appui offensif-là, à un moment donné, de ton équipe. Tu sais, hier, tu te donnes la chance. C'est ça, ça a commencé, le but de Tkachuk, ça gèle tout le monde. Puis tu donnes un autre but après, tu es 2-0 en arrière, c'est plus la même chose offensivement. Tu vas aller en chercher moins d'appui. Fait que quand leur gardien les garde pas dans le match, c'est plus la même chose. Puis bon, à date, cette saison, il y a un gardien qui les garde dans le match régulièrement. Ah oui? Sur combien? Ils sont combien déjà? Sur 3. Tu as fait référence aussi, Marc-Antoine. De toute façon, cette équipe-là, son identité, peu importe les régimes, peu importe les années, peu importe les décennies, cette équipe-là, ça a toujours été ça aussi. C'est une équipe qui a toujours eu besoin que son gardien la garde dans le match. Ben, ça n'a jamais été une puissance offensive, du moins depuis. Ça fait extrêmement longtemps. Sous Claude Julien, ça a été une meilleure équipe de possession de rondelles. T'sais, on se souvient, là, à l'époque, dans les meilleurs moments Dano, Gallagher, Tatar. Ça, c'était une équipe qui était... C'est un trio qui menait la possession de rondelles pour le Canadien, faisant en sorte que, sans nécessairement être une machine à produire des buts, c'était une machine au moins à passer du temps en zone adverse. Ouais. Tandis que là, en ce moment, j'ai l'impression que, par moment, on revoit sans que ce soit la même façon de jouer, davantage le style... soit sous Jacques Martin ou Michel Therrien, où le Canadien encaisse. T'sais, et puis finalement... C'est une équipe de contre-attaque. De contre-attaque qui va bloquer des lancers, puis finalement, on va jouer un petit peu du rope-a-dope. On va encaisser les coups, puis à un moment donné, on va repartir, puis on va redonner à l'adversaire. Mais sauf que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, Kaden Goulet a fait 10 tirs bloqués dans un match. On se fie sur le gardien. Alors, il y a bien des éléments qui me rappellent. C'est pas du tout la même façon de jouer, mais... C'est dans l'exécution, dans ce qu'on voit, en fait, sous nos yeux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me rappelle la bonne vieille époque à ce niveau-là. Oui, il y a longtemps, genre 2 ans. Je l'ai dit juste sur le match d'hier, c'était un deuxième match en 2 soirs, les gars sont rentrés tard, il y a ça aussi, là, puis ça fait partie de la vraie vie, je pense, là, puis ça c'est à considérer, non? Écoute, les joueurs n'achètent plus cet argument-là. Au niveau de leur... Non, parce qu'ils ont... Moi, je suis fatigué. Là. Moi, quand je vais voir Madonna, je suis fatigué le lendemain. Depuis que je rentre à 2 heures du matin, je suis fatigué. Oui, je comprends, mais à quelle heure te lèves-tu? Ouais, non, mais en tout cas... C'est ça. En fait, les heures de sommeil sont relativement bien calculées pour que les gars aient un niveau d'énergie suffisant. Moi, j'en ai parlé à des joueurs récemment en leur disant, écoutez, vous avez de la difficulté dans le deuxième match en 2 soirs, et ils disent, c'est pas grave, ça devrait pas être une excuse, parce que, toutes les équipes ont des ça, séquences, ont des séquences comme ça. Puis encore faut-il que le Canadien aussi tire profit d'une équipe qui joue son deuxième match en 2 soirs, et là aussi, ils ont eu de la difficulté à faire ça. Alors... si tu es perdant dans des deux côtés de l'équation, à mon sens, c'est pas... c'est un classique de se tourner vers cette explication-là, mais avec le niveau d'entraînement que les joueurs ont aujourd'hui... Ils sont capables d'absorber ça. Là. Non, mais je dis pas que c'est une excuse ou qu'ils sont pas capables, mais ça a apparu un peu hier. Ils étaient particulièrement désorganisés, disons ça comme ça. Puis les passes... L'exécution de la zone, là, c'était comme... L'exécution faisait défaut. Ah ouais. Et puis, le trio de Sean Monahan a quand même été le plus menaçant du Canadien, mais il y a des éléments où l'exécution, même entre autres, chez Monahan, a fait défaut, où il y a des opportunités qui ont manqué. Ouais. C'est dommage parce que c'est le seul trio qui fonctionnait chez le Canadien hier, mais au niveau des... Simplement le nombre de passes qui réussissaient à être complétées, c'était pas exactement une soirée tic-tac-toe. Pas exactement. Le Canadien est comme un élève, ça existe ce type d'élève-là qui se prépare sérieusement quand il y a un gros examen... pour une matière qu'il aime, qu'il apprécie. Et quand c'est une matière qu'il aime moins ou une matière facile, étudie plus ou moins, alors les résultats sont variables. Tu vois dans le bulletin, il y a des très bons élèves qui ont des bonnes notes dans toutes les matières, qui se préparent tout le temps. Bon, fait que la matière, ce serait, mettons, affronter l'Avalanche du Colorado, B+. C'est pas normal que dans l'espace d'une semaine, soit capable de limiter les Oilers d'Edmonton, qui sont sur la meilleure lancée de l'histoire pour une équipe canadienne, de les limiter à 8 chances de marquer, puis de ne pas leur donner d'occasion, puis d'arriver contre Ottawa, qui est une équipe
de bas de classement puis d'être complètement dominé ou de jouer contre les Sharks, qui sont la pire équipe depuis le début des années 2000, puis que les Sharks aient l'air de l'armée rouge. L'armée verte. L'armée turquoise. Au match de 1975. J'ai lu avant le match un truc qui m'a fait sursauter. Avant le match Canadien-Sénateur, peut-être que je paraphrase, peut-être que j'ai mal compris aussi, mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Où on établissait que la différence entre le Canadien et les Sénateurs, c'était la structure défensive. Que le Canadien avait plus de succès, ou enfin. Puis j'ai fait comme, ouais, il me semble que... Mais comme tu dis, Martin, c'est peut-être intermittent chez le Canadien, la structure défensive? Ben, elle est intermittente. Ben, écoute, il y a eu des progrès qui ont été faits en cours de saison au niveau de ce qu'on appelle en anglais du rush coverage, donc la couverture défensive sur les montées adverses. Alors, quand l'équipe adverse attaque, puis bon, de quelle manière tu vas te placer en défense pour pouvoir contrer les montées adverses. C'était une lacune évidente dans le premier quart de saison. Il y a du travail qui a été fait à ce niveau-là. Puis là, on a clairement vu un relâchement hier. Là où le Canadien, du moins selon les statistiques avancées, entre autres celles de Sportslogic, est supérieur aux Sénateurs d'Ottawa, c'est que depuis le changement d'entraîneur à Ottawa, et ça, c'est très contre-intuitif parce qu'on s'attendrait à ce que Jacques Martin arrive en poste et à tout le moins resserre la défensive puis améliore la structure de ce côté-là. Les Sénateurs se sont effondrés sur tous les indicateurs les indicateurs défensifs. Donc, le nombre de passes qu'ils accordent dans l'enclave à l'adversaire, le nombre de tirs de l'enclave, le nombre de chances dangereuses de marquer, etc. Ils étaient une équipe de milieu de peloton sous DJ Smith. Ils donnaient plus de buts qu'ils auraient mérité d'en donner. Alors, tu sais, tu as les fameux buts attendus, où ils se situaient, somme toute, favorablement à l'échelle de la Ligue, sauf qu'en but réel, ils en accordaient beaucoup plus, ce qui est souvent un indicateur que le gardien n'est pas à la hauteur. Okay. Mais le processus semblait, somme toute, efficace. Et là, ils ont, sur à peu près toutes ces unités de mesure-là, depuis que Jacques Martin est arrivé en poste, ils sont genre 30e à peu près dans tous les départements. Donc, quand tu es 30e, c'est facile d'être meilleur que cette équipe-là, puis c'est le cas du Canadien. Ça les aide, ça les avantage. Mais j'aime bien cette statistique-là sur les buts attendus. Tu regardes, Ottawa, les Sénateurs, ils sont mauvais depuis plusieurs années défensivement, et c'est ce qui a freiné beaucoup leur progression. C'est le premier domino à placer dans une équipe quand tu veux... avoir du succès. Te positionner pour avoir une ascension, c'est d'être bon défensivement puis avoir du talent offensif par la suite qui va compléter ça. Ils n'ont jamais été capables de résoudre ça. Mais cette année, leurs gardiens ont accordé 21 buts de plus que les buts attendus. Là. On est à la mi-saison. Là. C'est énormément de buts. Là. Et je faisais le calcul ce matin. S'ils avaient juste accordé le nombre de buts attendus, les gardiens, donc 21 buts de moins, les Sénateurs seraient quand même au 20e rang dans la Ligue nationale. Ils seraient quand même encore à la porte du dernier tiers. Alors, ça veut dire que tu as une maudite côte à remonter si tu veux devenir compétitif. Là, tes gardiens sont c'est un problème. Vraisemblablement à blâmer, mais tu as quand même un problème de fond. Là, et je regardais chez le Canadien, j'ai fait cette équation-là chez le Canadien. Les gardiens du Canadien, au contraire, ont sauvé 4,5 buts depuis le début de la saison par rapport à ce qui est attendu. Et malgré ça, ils sont 24e défensivement. Es-tu en train de nous dire qu'il y a du travail à faire? Écoute, on pose toutes sortes de questions sur la reconstruction à Kent Hughes. Quand est-ce que vous allez ouvrir la machine? Comment... la terre promise va arriver quand et tout ça, mais écoute, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point la côte est abrupte. Là. Défensivement, Canadien, tous les indicateurs sont mauvais. Là. Possession de rondelles, le pire des avantages numériques de l'histoire de l'équipe. Tantôt, Marc-Antoine parlait des tirs accordés dans les derniers matchs. Fait que, ça, même si les gardiens font sauve la mise. Si Montembeault fait un travail honnête, là, mais... tu ne peux pas gagner dans cette ligue-là. Tu ne peux pas participer aux séries éliminatoires si tu n'es pas bon défensivement. Puis, il va y avoir des trous à boucher pour arriver là. Cela dit, je pense que c'est Sol qui écrivait ça dans la presse.
Donne-leur 3 victoires contre les équipes qui ne sont pas qualifiées pour les séries, les fameuses équipes là, que le Canadien devrait battre. Ils en ont échappé plusieurs. Donne-leur seulement 3 victoires là-dessus, puis ils sont à égalité avec Tampa, puis... c'est qui l'autre équipe qui est repêchée, en tout cas? Les Red Wings de Détroit. Exact, ouais. Mais soyons optimistes. Soyons guillerets. Ouais, mais on n'est pas... Non, c'est juste... c'était pas une... On l'est pas mal. Je viens de dire, on est à 6 points des séries. Je viens de conclure en disant qu'ils sont à 6 points des séries, malgré le fait que, c'est ça, ils sont pas sortis de l'auberge. On va prendre la peine d'en parler. Dans le fond, c'est quoi la différence entre Joshua Roy... Bon sang, pourquoi j'ai autant de... Dites-le, vous autres. Joshua Roy. OK, c'est moi. Hein? Mais ça roule pas bien en bouche. C'est sûr que non. Puis je l'aime bien, là, mais c'est ça. C'est quoi la différence entre lui et Emil Heinemann? Hein? Deviez pas... Non, mais parce qu'ils sont un peu dans des situations semblables. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Est-ce que... Écoute, c'est 2 types de joueurs quand même différents. Joshua Roy est davantage un joueur cérébral et puis créatif au plan offensif. Heinemann va être un joueur un peu plus nord-sud, un gars de pression de rondelle, un gars qui a un excellent lancer, cela étant dit, mais c'est moins un gars de construction de jeu comme Joshua Roy peut l'être. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu circonstanciel. Il y a quelques semaines déjà, le Canadien avait rappelé Emil Heinemann avec l'idée... D'abord, ils en avaient besoin, mais sauf que ce qu'ils voulaient, fondamentalement, c'est lui donner du millage dans la Ligue américaine parce qu'il avait manqué beaucoup de temps à cause d'une blessure. Puis là, les blessures à Montréal ont forcé son rappel une fois puis une autre. Mais je pense que l'intention de départ est demeurée la même, c'est de dire va marquer des buts avec le Rocket, va dominer dans la Ligue américaine, mais je pense que dans l'évaluation de l'équipe, il demeure un gars qui cogne à la porte. Alors, Joshua Roy, lui, n'a pas été blessé. Il a connu des hauts et des bas dans la Ligue américaine, mais somme toute, il était sur une bonne lancée. Et puis, encore là, les blessures ont fait en sorte qu'on avait besoin d'un attaquant additionnel. Moi, ça m'a surpris qu'il soit rappelé un petit peu, parce que je pensais que c'était un plan soit de fin de saison ou encore même à l'année prochaine. Mais c'est des fois, c'est dans la situation, surtout où est le Canadien, c'est un motivateur de pouvoir rappeler un gars, puis juste de pouvoir mesurer quelle est sa distance par rapport à un poste dans la Ligue nationale et aussi de lui donner un motif d'encouragement, de dire, regarde, t'es pas loin, puis on reconnaît la qualité de ton travail. Est-ce que ça va faire en sorte que Joshua Roy est nécessairement... Tu sais, à terme, je pense que Joshua Roy a un plus haut potentiel que Heinemann, puis il a une chance, par exemple, d'être un attaquant de 2e trio, tandis qu'Heinemann, je pense qu'il est davantage vu comme un gars qui pourrait jouer sur un 3e trio. C'est pas tout à fait le même profil, mais... je pense qu'il y a des blessés qui vont revenir très bientôt. Tanner Pearson, vraisemblablement. Je ne sais pas pour ce qui est de... Je sais pas pour ce qui est de Josh Anderson, mais si Josh Anderson revient au jeu, on va vouloir lui donner une place sur le top 9, puis à ce moment-là, je pense que ça devrait signifier la fin de Joshua Roy avec le Canadien pour cette fois-ci. Mais écoute, bien des choses peuvent se passer d'ici ce temps-là. Tout à fait. Je trouve ça intéressant, cette question-là, parce que tu connais sans doute l'adage, ou vous connaissez sans doute l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je pense que c'est en marquant qu'on devient marqueur. Et je pense que c'est une faiblesse du système européen. Ils ont comme un chaînon manquant dans leur système de développement. Les très bons espoirs graduent dans des ligues avec des adultes. Ils jouent dans des rôles effacés, moins de temps de glace et tout ça. Ils font face à énormément d'adversité dans des ligues adultes. Et souvent, tu vas arriver dans la Ligue nationale ou dans les rangs professionnels nord-américains, des bons espoirs européens, puis tu regardes combien ils ont marqué de buts dans leurs 4 saisons précédentes. C'est des saisons de 8 buts, 11 buts, 7 buts. Et comment tu veux développer un instinct de marqueur, une confiance... un modus operandi, nommez-le, là, quand tu n'as pas marqué de but ou tu n'as pas eu ces occasions-là. Puis Kent Hughes nous le disait avant le début de la saison, Heinemann, on veut le laisser dans la Ligue américaine parce qu'on pense qu'il y a plus de potentiel offensif que ce qui monte, puis on veut lui donner l'occasion. On ne le voit pas dans la Ligue américaine. Alors que tu regardes un gars comme Joshua Roy,
Il a marqué 46 buts la saison dernière à Sherbrooke avec le Phoenix en 55 matchs. Il a joué au championnat mondial avec Connor Bedard. Il y a eu du succès offensif là. 51 buts la saison précédente, aussi en 21-22. Ce gars-là a établi qu'il a des habiletés offensives. Il a été discret à ses 2 premiers matchs avec le Canadien. Le premier contre Edmonton, le deuxième, c'était qui? Avalanche. Contre Colorado, oui. Et dans le premier match contre les Oilers, là, il avait l'air vraiment impressionné par l'opposition autour de lui. Là, tu voyais qu'il ne jouait pas avec confiance. Mais au 3e match contre les Devils, tu as vu, là, il y avait 5 chances de marquer dans le match, complicité avec Monahan. Et tout de suite, on a vu les habiletés offensives ressortir. Alors que, tu sais, Heinemann, quand on l'a vu à date, on voit un tir une fois de temps en temps, mais tu vois pas ça dans son jeu. Et moi, je pense que les équipes devraient faire... C'est rare que tu vois un gars arriver d'Europe qui a marqué 6 buts, 4 buts, 8 buts à ses saisons précédentes, arriver puis exploser en Amérique du Nord par la suite. C'est très, très rare que tu vois ça. Et écoute, Heinemann, je pense pas qu'il va jamais avoir le potentiel offensif que Joshua Roy peut avoir ou la capacité de compléter des bons joueurs offensifs parce qu'il l'a fait durant des années cruciales de son développement. Ben, c'est emballant. Oui. Hein, c'est emballant. Oui. C'est bien ce qu'il nous a montré. Il a été un peu effacé dans les 2 premiers, un peu effacé contre Ottawa aussi, mais en même temps, qui ne l'était pas dans ce match. Exact. Mais non, c'est un peu le narratif que je répète depuis que Roy se fait parler de lui. Tu faisais référence au Mondial Junior, mais un peu avant ça aussi. C'est comme cet espoir québécois plein de promesses à propos duquel personne s'excite ou capote. Puis c'est parfait comme ça. Ouais. Puis je veux que ça reste comme ça, donc on va changer de sujet. Ouais. Puis écoute, juste pour ajouter là-dessus, dans le hockey mineur, il y a souvent des parents qui ont un enfant qui est très bon dans une catégorie donnée, puis il est dominant. Puis là, l'association vient voir les parents et dit « Voyons, votre fils est tellement bon, on va le faire jouer avec les plus vieux dans la catégorie d'âge en haut. » Puis là, le petit gars, la petite fille arrive dans la catégorie supérieure, puis là, ils sont juste capables de suivre le jeu. Si ton enfant est capable de marquer 125 buts dans sa saison, dans sa catégorie, bien laisse-le marquer 125 buts. Il est avec son groupe d'âge, il s'amuse, il domine. C'est important d'être en situation de domination. Et on a ce défaut-là au hockey québécois maintenant, de toujours essayer de faire gravir les échelons trop vite et de ne pas permettre aux enfants de dominer. Puis regardez combien Guy Lafleur, Wayne Gretzky ont marqué de buts quand ils jouaient au hockey mineur. Tu sais, le but, c'est pas la même chose quand un enfant est à l'école. Tu sais, s'il y a du succès... mais moi, je voulais sauter ma 6e année. Je voulais... Mais il y a d'autres choses que tu acquiers aussi en restant en étant en position de leadership ou en étant en position de domination. Fait que moi, je suis pour ça. Si ton enfant est capable de marquer 200 buts, laisse-le marquer 200 buts. S'il est dans son groupe d'âge. Mais on va faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un sujet super intéressant. Tu vois, moi, très jeune, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, moi, j'ai surtout joué au soccer. Et on avait un entraîneur, Pierre Girard, je le salue d'ailleurs, un monsieur brillant qui... donc, on avait une saison. Là, c'est avant l'opportunité, on était jeunes, c'est avant l'opportunité de pouvoir jouer intercité au niveau élite, où on s'est rendu grâce à Pierre, avec lui et un petit groupe de l'équipe qu'on était. On avait notre saison mineure, puis il nous inscrivait dans des tournois et il nous faisait jouer dans la catégorie d'âge supérieure. Fait qu'on se faisait rincer par Lakeshore. Puis, et t'apprends quelque chose de ça. Exactement. Aussi. Alors, moi, j'ai retenu de ça que c'est quand tu joues contre les meilleurs que tu t'améliores. Ce qui va un peu... Enfin, ça m'apparaît le contraire de ce que tu viens d'affirmer, mais c'est pas la même chose. Vous faisiez pas dominer match après match pendant toute une saison. C'est ça. Ouais. Alors, ça, ce sont des coups de sonde. C'est comme les rappels ponctuels d'un jeune joueur. C'est un coup de sonde. Il vient voir, OK, il me manque ça dans mon arsenal pour être capable de jouer à ce niveau-là. Il retourne, puis il est conscient de ce qu'il vient. C'est ça. C'est une ouverture. Ça ouvre ses œillères, mais... Exactement. Il y en a des meilleurs que moi. C'est ça. Exactement. Puis écoute, c'est une méthode. Les enfants, les jeunes, ce sont des éponges en termes d'apprentissage, mais souvent, pour les faire progresser, il faut leur montrer pourquoi tu es en train de leur montrer ça, où ça va les mener. Tu sais, j'ai appliqué ça souvent comme entraîneur. À un moment,
quand je dirigeais au baseball mineur, par exemple, on faisait pratiquer aux jeunes la tourner le double jeu, puis ils ne comprenaient pas. Je les comprends. On n'était jamais capable de tourner des doubles jeux. Puis là, je te parle quand même des jeunes de 11 ans. Là, c'est très difficile. Les buts sont rapprochés, tout ça. À un moment donné, on a fait la démonstration avec le chronomètre. Combien de temps ça prenait au coureur à partir du moment où il frappait la balle, déposait son bâton, touchait au premier but? En combien de temps il fallait qu'on le fasse, qu'on l'exécute? Puis on s'est mis à le faire avec le chronomètre. Et à partir, très peu de temps après avoir sorti le chronomètre puis démontré à quel point il fallait que le geste soit fluide puis que ça sorte rapidement, les jeunes se sont mis à tourner des doubles jeux, ce qui était révolutionnaire à cet âge-là. Mais c'est ça, il faut que tu montes, il faut que, comme athlète, que tu sois capable de comprendre quelles sont les exigences de la prochaine étape pour être capable de gravir les échelons rapidement. Tout en continuant de s'amuser exact. Et de dominer si on en a l'occasion, si on le peut. Juste un petit mot sur Cole, qui est parlant de domination. Est-ce que Cole est de retour? Est-ce que Cole va se rendre à 30? Ben là, il est rendu à 15. Oui, je pense que oui. Oui et oui. Oui. Bon, parfait. Ben, est-ce que c'est parce que, écoute, il a été... Je sais pas, moi, j'ai trouvé que ses buts... il n'y a pas besoin... Rien. Moi, s'il ramasse des... Excusez-moi l'anglicisme, des garbage, là, des buts-rebus. Des buts-rebus, exactement. C'est pas de moi. En étant tout proche du filet, c'est correct. Ben fais-le. Tu n'as pas besoin toujours d'enfiler l'aiguille dans le coin supérieur, dans le coin rapproché supérieur, puis toujours de la même manière, toujours du même endroit. Non, moi, depuis le début de la saison, je martèle le fait qu'il doit trouver de nouveaux endroits pour marquer. Alors là, s'il va davantage dans la circulation lourde, puis que c'est moins élégant, mais plus efficace, bien, tant mieux, parce qu'après ça, s'il se montre redoutable dans des endroits comme ceux-là, bien, il va trouver plus d'espace pour marquer dans les endroits qu'il préfère après ça. Là, il y a 15 buts en 45 matchs avec une production qui était peu emballante. Ouais. Alors là, il lui reste 37 matchs pour en marquer 15 autres. Il en est tout à fait capable. Oui. Et c'est un discours aussi qui revient... c'est un thème qui revient dans le discours de Martin Saint-Louis lorsqu'il parle de Caulfield depuis le début de la saison. C'est le fun... c'est sûr qu'on est toujours plus à l'aise dans l'espace libre, puis que tu peux préférer c'est plus confortable. En périphérie, mais il faut y aller à l'intérieur. Et moi, je suis persuadé, Kent Hughes disait en début de semaine que c'était le faible pourcentage de réussite de Caulfield qui expliquait un peu sa baisse, mais sa baisse... Le faible pourcentage s'expliquait aussi parce qu'il tirait de façon périphérique. Fait que c'est la saucisse. Je veux pas être plate, là, mais si ton taux de conversion est faible, il y a des chances que tu marques moins de buts. Je sais pas jusqu'à quel point mais pourquoi? Des fois, les joueurs sont juste malchanceux. Des fois... Il faut gratter un peu, savoir pourquoi le pourcentage a baissé. Fait que là, il est à 25 % dans les 4 derniers matchs. Fait que, ça, c'est bon. Ça va. Il y a eu des buts un petit peu plus faciles, mais... Parfait. Tu sais, toute chose finit par s'égaler en cours de route, mais quand il joue, quand il se donne la peine de jouer plus à l'intérieur des points de mise au jeu, Cole Caulfield est plus efficace. Puis c'est un investissement pour le futur aussi, parce que marquer des buts, ça demeure son pain et son beurre, mais sauf que, étant donné qu'il s'est amélioré dans les autres facettes du jeu, cette première moitié de saison-là, même si au plan statistique, même si au plan du total de buts, ça n'a pas été mirobolant, les gains qu'il a fait dans les autres dimensions du jeu, ils vont le suivre pour les prochaines années aussi. Que ce soit un meilleur engagement au plan défensif, créativité, son jeu de passe également. Ça passe sur le but de Slavkovski au soir. C'est avec pratiquement une rondelle à la volée où il est intervenu en étant premier en échec avant. Ça, c'est un autre élément où Caulfield gagne des courses puis s'assure d'être le premier sur la rondelle en fond de territoire. Puis avec le bâton, pouvoir soutirer la rondelle aux défenseurs adverses, c'est nécessaire, mais il provoque des choses par son initiative en fond de territoire. Puis pour un gars qui est minuscule puis qui, en principe, n'est pas capable de gagner une seule de ses batailles, il arrive, somme toute, à se débrouiller assez bien puis il développe des techniques avec le temps. Donc, dans le fond, c'est que tout ce qui lui manquait, c'était de raccorder l'ancien Cole au nouveau Cole, et puis on s'en approche dans les derniers matchs. Hey, imaginez quand les deux Cole vont être connectés, ça va faire tout un Cole, ça. Ça va être cool. Question du public, réseaux sociaux.
questions du public, réseaux sociaux. Alors, je vous scoop, je vous l'annonce. Vous allez être assommés. Les gens aiment Marc-André Fleury. Hein? Beaucoup. C'est étonnant. Oui, c'est ce que je me suis dit moi aussi. Tu sais, le gars, d'abord, il est jamais de bonne humeur. Il n'est pas très bon dans ce qu'il fait. Mais non, c'est tout le contraire. Nos grands gourous des réseaux sociaux ici à Radio-Canada Sport ont sondé le public via les divers réseaux sociaux où nous sommes présents, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'était lundi dernier. Marc-André Fleury est devenu le 2e gardien le plus victorieux, attention, pas de la décennie, pas du siècle, ni du millénaire, mais de l'histoire de la LNH. Alors, on vous a demandé via les réseaux sociaux qu'est-ce que représente pour vous Marc-André Fleury? Que des témoignages éloquents. Sur Facebook, Éric, une belle carrière et le temps de la renommée. Non, je suis pas sûr. Oh oui. Je suis tombé dans le panneau. Il a mordu. Patrick sur Facebook. Comme une perche chaude. Ben oui, ça n'a pas été long. Oui. Est-ce que... enfin, non. Ils vont pas le passer au temple avant son éligibilité, quand même? Non. Quand même les nerfs, on se calme. Patrick sur Facebook, c'est en ce moment le meilleur... Et ça revient. C'est en ce moment le meilleur ambassadeur du Québec dans la LNH. Je trouvais que c'était un beau compliment. Puis c'est comme une... C'est vrai que c'est quelqu'un de spécial. Maintenant que Patrice Bergeron a pris sa retraite, ouais. Patrice Bergeron, sur la glace, a été le joueur probablement qui a influencé le plus le hockey tel qu'il se pratique à l'heure actuelle. Je pense depuis 20 ans, c'est un des plus grands influenceurs de la Ligue nationale. Mais la personnalité de Fleury en fait effectivement un ambassadeur de tout premier ordre. Le jour où il ne sera plus dans la Ligue nationale, ça ne sera plus pareil. Oui, puis ça va, il va manquer un petit bout de nous autres. Absolument. Ouais. Ouais. Sur Facebook, toujours, Jeanne, un bel athlète complet, talentueux, sourire irrésistible, joueur de tour. J'aimerais avoir la chance de lui serrer la main au moins une fois dans ma vie. On peut comprendre. Jonathan, sur Facebook, un gentleman, un battant. Fabienne, un modèle pour les jeunes hockeyeurs. Michel, un compétiteur hors pair et un gars super sympathique. Comme quoi la popularité ne monte pas à la tête de tout le monde. Hein? Non, il y a une humilité aussi qui est assez intéressante. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été au sein de grandes équipes où tu avais quand même des vaches sacrées, là, des Sidney Crosby et tout, mais malgré le niveau d'excellence qu'il est allé chercher, il est toujours demeuré très, très simple. Sur Twitter, Serge, un super gardien de but et un super bon gars. Belle formule, ça, j'aime ça. L'ami gardien, ça, c'est joli, une analogie. Une analogie picturale, ça me fait penser à Martin Saint-Louis et ses Picasso. Sur Twitter, l'ami gardien, un beau gros coup de pinceau jaune vif sur une toile toute grise beige. OK, un petit coup d'œil sur le YouTube. GBH 362. Ben oui, GBH. Comment ça va? Une fierté pour la belle ville de Sorel. Ça aussi, c'est revenu. Il rend les gens de Sorel fiers. Et sur le Gram, en un mot, Luxtertagram, Marc-André Fleury, légende. Point d'exclamation. Alors, cette semaine, il y avait duel canadien au sommet, alors que les Maple Leafs de Toronto affrontaient les Oilers d'Edmonton. Je ne sais pas si vous avez pu attraper quelques minutes de ce match-là. C'était quand même pas pire. D'ailleurs, il y en a qui se sont plaints que ce ne soit pas une affiche qui soit davantage... On aurait pris ça un samedi soir, peut-être. Un match, comme on dit, national, effectivement. Au niveau, ça demeurait une diffusion régionale. Ouais. Mais quand tu as Matthews contre McDavid, effectivement, c'est le genre de confrontation que tu vas avoir en vitrine. Moi, je dis annuler le téléjournal, puis mettez ça à la place. Donc, parlons un peu de la semaine, disons ça comme ça, qui ne va pas dans le même sens. Honnêtement... Moi, mon attitude a beaucoup changé par rapport à Toronto. Depuis quelques années, d'abord, je les trouve bons, un peu, ou du moins, je leur concède ce qu'ils ont. Puis, je m'attends à ce que ça aille bien. Je prends pour acquis que ça va bien. Mais là, non, c'est ça allait pas bien, là, tellement que
la séquence de défaites, et ça va vite, les a fait glisser dans le portrait des équipes repêchées, donc même pas dans les 3 équipes là, qui seraient qualifiées d'office dans la division Atlantique. Bien, en fait, tout à l'heure, je vous ai induit en erreur parce qu'ils sont 1 point devant les équipes repêchées. En vertu de leur victoire. Oui, c'est ça. Ils se sont retrouvés là. Ils ont perdu 4 matchs de suite. Il est question. C'est parce que le problème à Toronto, c'est qu'étant donné qu'il n'y a tellement pas d'espace sous le plafond salarial pour cette équipe-là, que tu dis, OK, quand on traverse des moments troubles, de quelle manière on peut s'en sortir? Les possibilités de s'améliorer sont très, très limitées. Alors, étant donné qu'on a répété la même formule année après année sans qu'il y ait vraiment des résultats tangibles, ben on en vient à des moments où, quand ça va moins bien, à demander la tête de l'entraîneur. Alors, tu sais, Sheldon Keefe, c'est pas ménagé. Dès le premier match des Leafs, après la signature du contrat de William Nylander, il a rincé Nylander et son trio en disant qu'ils avaient été invisibles puis qu'il avait été nullement efficace. Il s'est pas gêné pour le nommer lui-même. Ça, c'est toujours bon, ça. Ça, c'est toujours bon. Les joueurs adorent ça. Tout le monde, oui. Sauf que, moi, je trouve que c'est un autant, tu as mentionné, tu as mis dans la même phrase les Oilers et puis les Maple Leafs. C'est 2 cas super importants pour la Ligue nationale et pour la construction d'équipe, de regarder jusqu'où une équipe peut aller dans une construction à maillon fort, c'est-à-dire on va investir massivement sur des joueurs vedettes, quitte à essayer de sauver sur le personnel de soutien. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, la démonstration que ces 2 équipes-là ont faite, et particulièrement les Maple Leafs, c'est que tu as beau avoir certains des meilleurs joueurs au monde, si tu n'as pas le personnel de soutien, si tu cherches trop à sauver de l'argent sur ta profondeur, tu ne gagneras pas plus. Alors, nous, à Montréal, on regarde une équipe depuis des années qui est complètement dans le mécanisme inverse. Il n'y a pas de maillon. Il n'y a pas de bon maillon. Non. Ben, alors, probablement que la vérité ou la solution se trouve quelque part entre les 2, sauf que je trouve que c'est un laboratoire, année après année, un laboratoire intéressant pour tout le monde à travers la Ligue de voir de quelle manière les Maple Leafs puis les Oilers, qui, au plan du moins financier, sont construits de la même manière, vont pouvoir s'en sortir. Ben, j'ai hâte de voir la fin. C'est une longue expérience qui se déroule sous nos yeux et c'est toujours le même scénario à la fin. Oui. Non, puis je ne m'attends pas à d'autres choses. Oui, mais tu sais, au basket, tu peux acheter un championnat, je pense, en allant chercher 2 joueurs dominants avec un 3e joueur de haut niveau. Tu sais, avec un noyau assez restreint, tu peux faire un grand bout de chemin, mais au hockey, c'est extrêmement difficile. T'es aussi fort que ton maillon le plus faible au hockey, puis ça finit toujours par ressortir. En séries éliminatoires, tes faiblesses finissent toujours par ressortir contre les très bonnes équipes, puis les Maple Leafs se font toujours rattraper un moment donné. Oui. Et tu sais, c'est une situation compliquée pour, je pense, si t'es à la tête de cette équipe-là, parce que t'as 4... t'as un noyau de 4 avec Morgan Riley, et si tu fais si tu fais une transaction, t'es mieux d'être... si tu échanges un de ces joueurs-là, un de ces piliers-là, t'es mieux de te lever de bonne heure pour démontrer que ça va être bon. T'es mieux d'être sûr de ton affaire pour dire que ça va nous amener plus loin. Et si tu les échanges pour aller chercher plus de profondeur, donc tu vas aller chercher plusieurs joueurs. Dans une transaction, habituellement, c'est celui qui échange le meilleur joueur qui gagne. C'est celui qui a le plus haut niveau talent. Fait qu'ils sont comme un peu pris avec ça. C'est un peu un jeu de catch-22. Puis là, écoute, je les regarde aller. Est-ce que tu peux gagner sans avoir un gardien dominant? L'Avalanche le fait récemment. Mais habituellement, ça te prend un gardien de premier plan. Il faut que tu sois capable de gagner 2-1 en 2e période de prolongation. Et aussi spectaculaires ils sont à avoir joué en saison régulière, autant en séries éliminatoires, tu te dis toujours, ça va être... à un moment donné, à un certain point, ça va donner le Cirque du Soleil, puis ça va être difficile, puis ils se font toujours rattraper par ça. Une différence entre les Maple Leafs et les Oilers, c'est que les Maple Leafs, tout leur personnel de soutien, leur 3e, 4e trio, leur 3e paire de défenseurs, il y a énormément de roulements d'une année à l'autre. Tandis que les Oilers essaient de maintenir quand même une certaine stabilité. Puis ça aide une équipe quand tu n'es pas constamment
en train de changer ta formule. C'est un facteur de succès, la stabilité. Exact. Les Maple Leafs sont toujours en train de patcher à gauche, à droite. Puis là, on va amener un gars, peut-être que Bertuzzi, ça va faire le travail, Max Domi, etc. Et là, c'est vraiment un résultat qui est très, très variable d'une année à l'autre. Savoir, il y a des joueurs pour qui ça fonctionne, il y en a d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Au niveau de ce groupe de nouveaux joueurs arrivés cette année, encore Sheldon Keefe qui disait récemment, on a joué 42 matchs, puis je ne sais toujours pas à qui dans ce groupe-là je peux faire confiance d'un soir à l'autre. Alors, puis tu investis, tu essaies de sauver 1 million ici, 1 million là, en disant, ben là, je vais rouler les dés, puis peut-être que Max Domi, illuminé par touché par la grâce du chandail de son père, va nous sortir une saison de 72 points comme il avait fait à Montréal. Tu sais, c'est ce genre d'expérience-là, sauf que tu n'as pas de continuité. Et puis ça fait longtemps que ça dure. Dans le temps, on amenait Jason Spezza, puis la mémoire de Joe Thornton comme centre du 4e trio. Il y a eu, évidemment, Ryan Reeves qui est amené des dépenses complètement inutiles. Ouais. Alors, ça ajoute à la complexité de la chose. Quand je parle du fait que c'est une expérience que tout le monde regarde, c'est aussi... Comment tu t'y prends pour pouvoir te sortir de ce mécanisme-là? Puis cette recette-là, de dire on va changer notre profondeur d'année en année, puis on va recycler, manifestement, ça ne fonctionne pas. Tu disais, elles sont construites de manière semblable, mais je veux dire, prends les 4 meilleurs joueurs des Oilers, ils n'accaparent pas autant de la masse salariale que les 4 meilleurs joueurs des Maple Leafs. C'est pire. Les Maple Leafs, c'est la version extrême de la théorie du maillon fort. Ça va être pire la saison prochaine avec l'entrée en vigueur du nouveau contrat de Nylander. Parce que là, ce qui arrive, c'est que, oui, le plafond salarial va augmenter, mais le salaire de Nylander augmente entre cette année et l'année prochaine, augmente davantage que l'augmentation du plafond salarial. Fait que dans le fond, même si c'est le statu quo au sein de leur formation, leur espace pour naviguer puis s'améliorer va être plus petit que cette année. Alors, mais oui, effectivement, c'est d'abord et avant tout à Edmonton, McDavid et puis Draisaitl qui grugent énormément de salaire. Mais encore là, un peu moins que Matthews et au total, je pense que c'est surtout au niveau des 3e et 4e joueurs des formations où la différence est plus significative. Et pendant ce temps-là, les Oilers, c'est quoi? Tu disais, Martin... 12 victoires de suite. La plus longue séquence de victoires. C'est ce que le site des médias de la Ligue nationale disait ce matin. La plus longue séquence de victoires pour une équipe canadienne dans l'histoire. Dans l'histoire? 12 de suite. Et ça m'a fait sursauter. J'ai pas eu le temps de chercher ce matin, mais... c'est peut-être que le Canadien de 76 a eu des nuls. Des matchs nuls. Il n'y avait pas les prolongations. Ouais. Mais peu importe. Quand on regarde le début de saison de cette équipe-là, quand Jay Woodcroft s'est fait mettre à la porte le 12 novembre, cette équipe-là avait 3 victoires en 13 matchs, 3-9-1. Ils avaient atteint un certain point en novembre où j'avais sorti la statistique. Il n'y avait aucune équipe qui avait réussi à participer aux séries éliminatoires depuis 2005-2006, depuis la nouvelle Ligue nationale, entre guillemets. Aucune équipe avait réussi à se qualifier après avoir eu un aussi mauvais début de saison que ça. Et depuis que Chris Knoblauch est arrivé derrière le banc, 22 victoires, 6 défaites, c'est un... Ils sont des prétendants à la Coupe Stanley maintenant. Oui. Ils sont positionnés en séries éliminatoires et je pense que l'année dernière, on avait parlé de ça. J'avais lu plusieurs études scientifiques qui avaient été faites sur les changements d'entraîneurs et qui, dans une panoplie de sports professionnels. Puis la tendance extrêmement lourde, c'était toujours qu'il y a un soubresaut après le changement d'entraîneur, un petit soubresaut, puis l'équipe perdante redevient perdante. Mais l'anomalie dans le cas des Oilers, et c'est ce qu'on disait quand le changement d'entraîneur est arrivé, c'était que cette équipe-là n'était pas une équipe perdante. Leur gardien était épouvantable. Défensivement, les Oilers jouaient mal, mais on savait qu'ils étaient meilleurs que ça. Tous les cylindres fonctionnent. Puis Stuart Skinner, qui n'arrêtait pas un ballon de plage en début de saison, 920 d'efficacité, 18 victoires, 4 défaites depuis le changement d'entraîneur. Alors... Voilà des chiffres qui sont éloquents. Oui, ils ont vraiment... C'est vraiment un changement d'entraîneur fructueux. Là, et c'est rare qu'on voit ça.
saluer un grand homme qui a beaucoup contribué. Puis on a parlé tout à l'heure, on a fait une parenthèse. C'est des sujets qui nous intéressent, là, le sport amateur, le sport mineur, la façon dont il est organisé, puis qui contribue à ce sport-spectacle que nous affectionnons tant. Donc, on voulait saluer le départ d'un grand monsieur qui a beaucoup œuvré à l'organisation du sport amateur au Québec, Gaston Marcotte, qui est décédé cette semaine. Oui, il n'est pas cette semaine, il est décédé le 5 janvier, mais la famille n'avait pas répandu la nouvelle plus que ça. Donc, on a appris ça cette semaine. Et Gaston Marcotte, c'était pas juste un bâtisseur du sport amateur québécois, c'est un génie. C'était vraiment un être d'exception. Il avait près de 90 ans quand il est décédé au début de l'année. Et juste pour donner une idée, là, M. Marcotte était détenteur d'un doctorat en éducation de l'Université du Michigan, maîtrise en sciences de l'Université de l'Illinois, bac en éducation physique de l'Université d'Ottawa. Ça a été le premier directeur du PEPS à Laval, le méga complexe d'éducation physique. Et en 1970, quand ce complexe-là avait ouvert ses portes, le gouvernement pensait que ça allait être un éléphant blanc. Et lui a ouvert ça à la population. Il a innové en disant, écoute, ce sont des installations pour la population. C'est devenu, ça occupe une place importante, le PEPS, dans la vie des gens de la région de Québec, mais surtout, c'est en matière de hockey. Il a créé un laboratoire de sciences à l'Université Laval pour qu'il se penchait spécialement sur le hockey. Il y a 120 articles scientifiques, études qui ont été faites, des colloques sur le hockey. C'était un docteur en hockey 2 ans après la série du siècle, qui était en Union soviétique pour étudier les méthodes d'entraînement qu'on avait en URSS. C'est un franco-ontarien. Quand il est arrivé à l'Université de Montréal pour enseigner, et il s'était rendu compte que c'était la minorité anglophone qui contrôlait le hockey mineur à la fin des années 60 au Québec. Il avait trouvé ça inacceptable. Et il était parti, il avait fait une grande tournée du Québec pour trouver des appuis, et il avait fondé la Fédération québécoise de hockey amateur. Et le gouvernement avait... Donc, il fallait que le gouvernement reconnaisse une seule fédération. Et là, on avait reconnu la fédération contrôlée par les francophones. Et c'est comme ça que les francophones se sont appropriés leur sport national. Sport Québec aussi, qui supervise tout le sport québécois. Bien, ça a été M. Marcotte qui a été le premier à mettre sur pied ce qui s'appelait à l'époque la Confédération des sports du Québec, l'ancêtre de Sport Québec. Donc, ça a été vraiment un architecte de tout le système sportif québécois moderne. C'était vraiment donc un génie, un organisateur, quelqu'un de charismatique, un bon orateur. Et il a pris sa retraite comme enseignant à l'Université Laval et jusqu'à l'âge de 88 ans, par la suite, il est resté comme professeur associé et il se présentait à son bureau 7 jours par semaine. Ah ouais. Comme 7 jours par semaine après sa retraite, et il avait lancé d'autres projets dans le monde de l'éducation, etc. Donc, c'était vraiment quelqu'un de particulier, et il y a quelques-uns de ses anciens étudiants qui ont tenu à lui rendre hommage cette semaine, et je trouve ça aberrant. En passant, j'ai été sur le site du Panthéon des sports du Québec et je n'ai pas vu le nom de M. Marcotte. Après tout ce que tu viens de nous dire, exactement, il n'est pas au Panthéon. Il n'y en a pas assez fait. Au Panthéon. Ça a été le premier. Ça a été le premier intronisé de l'histoire du Temple de la renommée du hockey québécois. OK. Donc, le premier. Ouais. Mais j'ai été sur le site du Panthéon des sports du Québec. J'ai pas vu son nom. Alors, je pense il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il y a une petite erreur historique à corriger ici, parce que ça a été quelqu'un de vraiment exceptionnel dans ce milieu-là. Il n'est jamais trop tard. L'idée est en l'air. Des fois, oui, il est trop tard. Des fois, je trouve que quand honorer quelqu'un de son vivant, là, c'est pas une mauvaise affaire. C'est sûr, mais ça veut pas, c'est pas une raison pour pas s'empêcher de le faire après. C'est dans ce sens-là que je voulais dire, mais tu n'as pas tort de dire que c'est pas la même affaire. Non. Tu as tout à fait raison. On voulait donc exprimer notre gratitude, puis nos sympathies aux proches, la famille, les amis. Merci pour tout. Puis puisque chaque chose étant la suite de l'autre, merci à vous, messieurs. Bon, vous n'êtes pas dans la même, évidemment, là, dans les mêmes sphères, là, mais quand même, pas loin. Mais Martin, oui. Un peu Martin, loin. Oui, Martin est dans la même sphère. en dessous.
Moi, je suis. Moi, je vous regarde. Nous, on y reviendra. Nous, on est des observateurs. Oui, c'est vrai. On fait pas grand-chose. On a tout un œil. Bon, vas-tu aller ça va te coucher, j'imagine? Non, j'ai une entrevue avec des dirigeants du hockey tchèque tantôt. Bien évidemment. Une entrevue sur Zoom. Madonna hier, un petit balado entre les deux. Ouais. Non, tu dormiras en fin de semaine. Ouais. Martin Leclerc, je rappelle, le hockey tchèque, on va en reparler. Oui. Okay. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada et tout ça s'explique de par soi-même. Merci beaucoup, mon vieux. Toujours un plaisir. Et Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH. Tu t'en vas au match des étoiles, d'ailleurs? Tu as été, sélectionné. Il a été choisi. J'ai été choisi, exactement. Le vote du public. Voilà. Tellement chanceux. Mais là, je dis ça parce que je sais pas pourquoi, mais c'est juste la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Non, là, je m'en fais une petite balade en Nouvelle-Angleterre. Ah oui, c'est vrai. Ah, puis le Gascon s'en va à Burlington. Gascon est sur le dos, je pense. Il ne fait pas. Il est malade. Est-ce que c'est toi qui vas à Burlington? Je prends le relais. Ouais. Ah, OK. Tu vas voir Lane. Exact. Mais c'était pas en Nouvelle-Angleterre. C'était au Vermont. Non? Non, c'est en Nouvelle-Angleterre. Il me semble qu'il m'avait dit que c'était à mais le Vermont Burlington. fait partie de la Nouvelle-Angleterre. Mais c'était au Massachusetts que tu vas, non? Les deux. Ouais. OK, tu fais les deux? Ben oui. D'accord. Moi, quand je pars pour vrai. Moi, c'est ça. Pas du niaisage. Ah ben, merci pour ça. Puis, ça, on va en reparler la semaine prochaine. On va avoir Lane, exact. Puis Mac, Big Mac. Big Mac. Little Mac. Non, Macklin, c'est pas là qu'il joue aussi. Oui, Macklin Celebrini, absolument. Oui. Je l'ai déjà baptisé. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production et la réalisation de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon week-end! Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.